Ah, salut, troisième épisode de 100% Giro, le talk qui revient sur toute l'actualité du jour sur les routes du Tour d'Italie, le Giro finalement en mode espresso. Avec nous aujourd'hui Gérard Bullens et François Zaleski. Bonjour messieurs. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous venez de commenter en direct l'étape du jour. On rappelle d'ailleurs que vous pouvez écouter en direct audio toutes les étapes du Giro. C'est à partir de 16h30 en direct commenté. Donc pour ça, rendez-vous sur Ovio ou alors sur notre canal Vivasport. Il est disponible sur le DAB ou sur l'application Radio Player. Alors François et Gérard, la troisième étape proposée aujourd'hui, 216 km entre Vasto et Melfi. Un profil plutôt plat, puis accidenté sur la fin. Deux courageux ont pris l'échappée, un duo de l'équipe Koratek, Alexander Konichev, le fils de Dimitri, et le Serbe Vejko Stojnic, je vais y arriver. Et puis, on est arrivé dans les difficultés et quelques sprinteurs ont résisté et c'est finalement François Michael Matthews qui s'est imposé dans un semi-sprint massif et de justesse. Oui, de justesse, même si au final, il garde une avance conséquente quand même sur Pedersen. On pensait à un moment donné que Pedersen allait revenir et qu'on allait peut-être avoir besoin de la photo finish pour les départager. Mais finalement, Matthews, qui a relevé 2-3 fois la tête, a tenu bon. C'est lui qui a lancé le sprint à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Il a fait une accélération quand même assez conséquente qui a mis Pedersen assez loin derrière lui. Je pense que c'est là qui fait la différence parce qu'après, on voit Pedersen se rapprocher. Ça prouve une chose, c'est que Matthews a encore de bons restes. Il a 32 ans, c'est sa 12e victoire sur un grand tour, c'est quand même énorme. Par contre, il n'avait plus levé les bras depuis 296 jours. Ça, dans la tête d'un gars qui a l'habitude de gagner, ça commence à peser. Mais on a vu qu'aujourd'hui, il avait confiance en lui, il avait confiance aussi en son équipe. Gros travail de l'équipe Jayco toute la journée. Finalement, voilà, tout s'est bien passé pour cette équipe. Il a parfaitement terminé le travail. Ce qui était même un peu surprenant dans ce sprint, c'est plutôt la 3e place de Caden Groves qui est gêné par son équipier. C'est Oldani qui fait le poisson pilote et qui finalement ne s'en va jamais et donc gêne Caden Groves qui termine 3e mais qui aurait sans doute pu faire mieux. Il a mal fait le poisson pilote alors on peut dire. Oui. Il y avait Groves, il y avait Matthews, il y avait Pedersen mais tous les autres étaient absents parce que le final était difficile. Oui, évidemment, et il a été mis à profit surtout par les équipes qui voulaient éliminer les purs sprinteurs. Ils ont très bien réussi, notamment l'équipe Trek de Pedersen et l'équipe Jayco qui ont accéléré dès le pied de la première difficulté. On a tout de suite vu que le tempo était assez élevé et ça a coûté cher à des gars comme Cavendish ou au vainqueur d'hier, Jonathan Milan, qui ont été lâchés dès la première difficulté. Donc le plan a été parfaitement élaboré et parfaitement réalisé par ces équipes-là. Ouais, Gérard François vient de le dire, le team Jayco qui a fait un gros boulot. Ça mettait quand même beaucoup de pression sur Michael Matthews. Il valait mieux gagner parce que quand on voit comment l'équipe a travaillé... Oui, il valait mieux gagner, effectivement. On a vu Dunbar, on a vu le champion d'Italie, Filippo Zana, faire un très gros travail et ils ont déstabilisé l'équipe Trek puisque Pedersen a été distancé lors de la première ascension et c'est peut-être ce qui lui coûte la victoire parce qu'ils ont dû rouler, prendre des risques dans la descente. On laisse de l'influx, on laisse de la force. Il lui a manqué un vélo, un peu moins qu'un vélo, pour revenir sur Michael Matthews, qui lance à 200 mètres de la ligne très puissamment et qui fait déjà une petite différence. Mentalement, déjà, je pense qu'il a gagné à 200 mètres de la ligne. François, encore une fois, l'équipe Soudal Quick-Step n'a pas eu besoin de contrôler, on va dire, derrière les échappées comme hier. Mais par contre, il y a eu du boulot à faire dans ce final quand même, avec des montées, avec des descentes dangereuses. Il fallait placer Remco. Il y a eu un peu plus de boulot. Oui, il fallait surtout être vigilant, éviter les pièges, comme Remco le dit dans chaque interview, puisque c'est un peu son credo. Il le savait, la première semaine, elle va être piégeuse, il l'avait annoncé. Et donc, ils doivent être à l'avant pour éviter de se retrouver dans les pièges. On l'a vu hier avec cette chute à 4 km de l'arrivée, il faut être attentif à chaque moment. Ici, il fallait être devant non seulement pour éviter ces pièges, mais aussi pour donner du tempo dans la descente et ne pas prendre trop de risques. On les a vus fort ralentir quand ils abordaient des tournants dangereux et humides, donc c'était intelligent de le faire. Et puis, ils ont dû se mettre à la planche aussi quand on a approché du sprint intermédiaire. Il y avait 3 secondes de bonification, 2 secondes pour le deuxième et 1 seconde pour le troisième. Et là, on a vu que Roglic venait avec un équipier pour peut-être aller grappiller des secondes. Ça aussi, Remco l'avait dit ce matin, ne pas donner de secondes gratuites. Donc c'était la consigne jusqu'au sprint intermédiaire. On reste devant les gars. Et finalement, c'est effectivement Roglic qui a tenté d'aller chercher ces 3 secondes dans le sprint intermédiaire.
raté, c'est Remco qui l'a devancé dans ce sprint. Et donc, Remco qui grappille encore une petite seconde sur Roglic. Mauvaise opération pour le mental du côté de Roglic. Ouais. Ouais, je vous propose justement de rester sur cette thématique des bonifications situées à 10 km de la ligne. Avec une interview, on va écouter Louis Vervaeke, le coéquipier de Remco Evenepoel. Et il revient notamment sur ce moment de la course où Remco a pris les 3 secondes de bonification devant Roglic. On écoute Louis Vervaeke. Louis, hier il y avait du stress, mais on a assisté à un sprint massif. Aujourd'hui, pour d'autres raisons, avec la météo et un final beaucoup plus compliqué, Soudal a pris toutes ses responsabilités dans le final. Hein. Oui, c'est ça. On a toujours bien été autour de Remco pour le protéger. Et puis dans les descentes techniques, on a voulu prendre la tête pour sûr qu'on choisit la vitesse et on ne prend pas de risque. Comme ça, Remco n'est pas en danger. Je pense qu'on a bien réussi. En plus, on prend les bonis. Donc, je pense que c'est une journée très réussie. Oui, c'était fou de le voir sortir là. C'est Roglic évidemment qui voulait aller chercher la bonification et c'est lui qui va la chercher. Psychologiquement, c'est important. Oui, c'est sûr. C'est une petite extra seconde, mais plus qu'une seconde, ça va être la réalisation que même dans les sprints, il n'est pas forcément plus vite que Remco. Donc, il va devoir bien penser à des stratégies, je crois, et pour le battre. Mais peut-être demain, c'est une sprint surmontée, j'imagine, avec les favoris. Donc, peut-être là, ça lui convaincra mieux, mais. Voilà, c'est sûr que Remco montre que sur tous les terrains, il est vraiment en forme. Louis Vervaeke, l'équipier de Remco Evenepoel, interrogé par Samuel Grulois, notre envoyé spécial en Italie, que l'on va rejoindre tout de suite pour évoquer peut-être le seul petit point noir de la journée de Remco Evenepoel. C'est la chute de son équipier Peter Serry dans le final de la course alors qu'il était lâché dans une descente. Samuel, est-ce que vous pouvez nous informer par rapport à cette chute de Peter Serry? Est-ce que vous avez des nouvelles graves ou pas? Eh bien, ça n'est pas grave, on va vous rassurer tout de suite, évidemment, et on va rassurer les supporters de Remco Evenepoel, de Soudal Quick-Step et de Peter Serry en particulier. On l'a attendu sur la ligne, il est arrivé en 119e position, 9 minutes 07 après le vainqueur du jour, dans un gros groupe de coureurs qui avaient lâché prise un petit peu plus tôt, et il s'est voulu rassurant directement sur la gravité de ses blessures. Ce sont plus des blessures liées à des gravillons qui se sont un peu glissés sur l'ensemble du corps, côté gauche, côté droit. Il était certes un petit peu abîmé, Peter Serry, mais il gardait le sourire et était plutôt rassurant pour la suite des opérations. Donc ça, évidemment, c'est très bien, et j'imagine que Remco Evenepoel en a été très rapidement informé. Remco Evenepoel, toujours aussi détendu à l'interview, il s'est méfié, comme Peter Serry, comme l'ensemble des coureurs, de ces conditions météo. Et d'ailleurs, au-dessus de moi ici, sur la ligne d'arrivée, il recommence à pleuvoir. La pluie qui est tombée sur la région de façon assez intensive dans ces dernières heures, et puis la météo qui a chuté de 10-15 degrés par rapport à hier. C'est ça aussi le Tour d'Italie, des conditions météo changeantes, et ces conditions météo ont donc provoqué quelques chutes aujourd'hui, dont celle d'un Peter Serry qui s'en sort donc plutôt bien. Il ne se tracasse pas de ce qu'il a perdu au classement général. C'est le cadet de ses soucis, évidemment, Peter Serry. Ce qui compte pour lui et pour l'équipe, c'est qu'il soit rapidement retapé pour travailler autour de Remco Evenepoel. On a beaucoup vu aujourd'hui Cataneo, Tcherny dans le final, des garçons qui ont assumé leur part de travail et qui assumeront encore leur lot de boulot demain, à l'instar, et on les attend un petit peu plus, d'un Louis Vervaeke ou d'un Van Wilder, vu les dénivelés annoncés. Merci Samuel, en direct du Tour d'Italie, pour ces informations évidemment essentielles concernant Peter Serry, et elles sont rassurantes. Gérard, je voulais revenir aussi sur un autre fait de course avec vous, c'est Primoz Roglic qui participe aux bonifications, ça on peut pas lui en vouloir, il a tout à fait raison, mais qui se mêle même aussi au sprint final et qui quelque part prend des risques, non? Oui, il prend des risques évidemment, mais la dernière ligne droite était quand même très très belle, il n'y a pas eu de véritable mouvement, donc je pense qu'il a envie quand même de se rassurer, il a envie de se dire que ce retard, il faudra aller le chercher s'il veut gagner le Giro, et je pense que c'est pour cela qu'il l'a fait. Effectivement, peut-être mal informé aussi, c'est pas impossible, parce que moi-même, j'ai posé la question à François, j'ai hésité entre en le voyant sprinter, le nombre de coureurs qui prenaient des bonifications. Il y a effectivement un sprint intermédiaire pour les points, pour le maillot cyclamen, où il y a beaucoup plus de coureurs qui prennent des points, et donc il y a peut-être une hésitation à ce niveau-là, mais je pense qu'il doit se rassurer effectivement que mentalement, on n'est pas dans le Tour de Catalogne non plus, et 7 secondes,
on va jeter avec des minutes entières dans la dernière semaine, donc c'est pas significatif du tout. Mais effectivement, mentalement, il a besoin de se rassurer, il a besoin de parfaire sa forme, et peut-être que ce petit sprint-là était de nature à lui donner un peu plus de mental et un peu plus de confiance pour passer une bonne soirée et bien s'endormir. Ah, mais c'est parce qu'on se souvient sur le Tour d'Espagne l'année dernière, c'est comme ça finalement qu'il chute et qu'il doit abandonner. Absolument, je pense qu'il y a des risques à se mêler dans un sprint comme celui-là. Je disais moi-même dans le commentaire de l'étape en direct que si j'étais à la place de Remco Evenepoel, je ne me mêlerais pas du tout à cela. Je laisserais les 3 secondes qui ne sont pas significatives. Maintenant, ça prouve qu'il y a beaucoup de confiance dans le cadre de Remco et qu'il veut marquer les points à tous les moments. Alors, on voulait aussi montrer une image assez insolite en tout début d'étape. Ça a été tweeté par l'équipe Soudal Quick-Step. On est vraiment en tout début d'étape, dans le départ fictif. Regardez bien en bas à droite de l'image. On voit là un coureur derrière Remco Evenepoel qui vient discrètement déposer quelque chose dans sa poche arrière. Alors il lui indique, il y a quelque chose dans ta poche. Remco va dans sa poche et il y découvre quoi? Un œuf. Alors c'est Simone Velasco, un Italien de l'équipe Astana, qui est allé déposer un œuf, un vrai œuf, dans la poche arrière de Remco Evenepoel. Alors Gérard, j'imagine que ça fait partie des blagues du peloton. On voit en tout cas que c'est bien détendu entre les deux hommes. Oui, c'est détendu et c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que d'année en année, le Giro va dans la direction du Tour de France. Il y a de plus en plus de pression, de plus en plus de sérieux. J'ai fait mon dernier Giro, si je me souviens bien, avec l'équipe en 2004. On s'arrêtait encore au bord de la route, pas moi, puisque j'étais dans la voiture, mais les coureurs, pour prendre une petite glace à gauche ou à droite. Et dans la dernière étape, on a vu des coureurs se retrouver à 6 ou 7 minutes derrière pour s'être arrêtés, pour prendre un expresso et revenir évidemment pour la finale sur la tête de la course. C'est de moins en moins traditionnel et une petite plaisanterie comme celle-là, c'est bienvenu selon moi. François, on a essayé de chercher une signification en rédaction et on n'a pas trouvé. Votre avis, qu'est-ce que ça pourrait signifier? J'en sais rien du tout, je ne vais pas inventer. J'ai regardé un petit peu aussi sur les réseaux sociaux pour voir, on ne sait jamais que des gens puissent nous éclairer là-dessus. Non, à part des mauvaises blagues sur le nom de famille de Remco Evenepoel et le lien avec l'œuf, mais je ne suis pas certain que ce soit la vraie signification. Mis à part ça, la seule référence que moi je vois, c'est Rasta Rocket. Souvenez le film avec les Jamaïcains qui avaient fait les Jeux Olympiques en bobsleigh. Il y avait une histoire d'œuf aussi, mais c'était plutôt pour porter chance à l'équipe. Ouais. Alors peut-être que Velasco voulait signifier qu'il souhaitait bonne chance à Remco, ce serait plutôt bien. Mais oui, non, je rejoins Gérard. Effectivement, ça fait partie des choses qui sont utiles pour détendre l'atmosphère et je ne suis pas certain qu'ils prendront le temps de boire un café lors de la dernière étape cette année. En tout cas, c'était prémédité, parce que voilà, cet œuf, il l'a embarqué avec lui pendant la course, donc il y pensait depuis un moment, Velasco. Il est temps maintenant d'aborder la question et le débat du jour. Alors, quand Remco Evenepoel a pris le maillot rose samedi, il a déclaré après l'étape que la bonne journée pour lâcher ce maillot rose, c'était éventuellement mardi, demain. Alors, Gérard, demain, est-ce qu'on laisse filer le maillot ou pas? Et surtout, comment on fait? Mais 2 choses. Pour moi, c'est du bluff, en fait. Parce que quand on est dans la forme dans laquelle se trouve Remco aujourd'hui, on doit aller chercher toutes les solutions pour augmenter son avance. On sait que dans l'étape de dimanche prochain, la 9e étape, de nouveau contre la montre, plus long que le premier, il le fera vraisemblablement. Il en a les qualités, c'est sa spécialité. Mais je pense que dans la forme du jour, abandonner le maillot, ce serait un peu stupide. Il peut frapper un nouveau coup de main en gagnant l'étape, en prenant des bonifications et peut-être en distançant un certain nombre de ses adversaires encore. Qui dit qu'il sera encore dans cette forme-là la 3e semaine? Personne. Donc il faut essayer de prendre le plus d'avance possible. Maintenant, comment faire? C'est excessivement compliqué. Ce n'est pas l'équipe qui va laisser partir demain et qui va sélectionner les coureurs qui seront dans l'échappée. C'est ça le danger, c'est ça la difficulté. Et même si on a des coureurs à 6 ou 7 minutes qui ne sont pas dangereux, qui n'ont pas de prétention, si lui ne roule pas, il y a d'autres équipes qui vont rouler pour aller gagner l'étape. Et donc, laisser partir ce maillot, dans l'absolu, c'est peut-être une bonne idée pour ne plus porter le poids de la course. Force est de constater que dans les 2 premières étapes, l'étape 2 et l'étape 3, qui étaient des étapes collectives en peloton, il n'a pas porté le poids de la course.
François, votre feeling par rapport à ça, est-ce que Remco Evenepoel sera toujours en rose demain soir? Moi, j'ai l'impression qu'il le sera. J'étais assez surpris par cette communication dès le premier jour, dire voilà, on va le laisser filer, ce sera dans la 4e étape. En tout cas, c'est le souhait. Je pense, comme Gérard, qu'il y a une part de bluff là-dedans, ou en tout cas de spontanéité, parce qu'il est très spontané, Remco, mais c'est pas non plus du genre à donner le contenu des briefings aux interviews où il sait qu'il n'a pas trop intérêt à le faire. Alors, s'il le fait, c'est qu'il a peut-être intérêt. Donc, il y a peut-être une stratégie cachée là du côté de l'équipe Soudal Quick-Step. Moi, je pense que pour l'instant, c'est pas un problème de le porter en course parce qu'ils ne doivent pas assumer trop. Ça va changer sans doute demain avec une étape beaucoup plus accidentée, ça c'est certain. Mais le problème, c'est peut-être le temps qui passe à répondre aux interviews, à faire les podiums, à toutes ces sollicitations-là, la fatigue que ça engendre. Ça sera peut-être un problème. Et du coup, les adversaires de Remco ont peut-être intérêt à ce qu'ils le gardent aussi, ce maillot. Eux n'ont peut-être pas envie de le prendre, même si on sait que tout ça, c'est de la spéculation. Si quelqu'un a l'occasion de prendre le maillot rose, il le fera. Je pense que les coureurs, eux, de leur côté, n'ont rien à faire. C'est dans les voitures que ça va se jouer. Si une échappée se crée, on va regarder les classements généraux, on va regarder on va faire les calculs, on va faire l'inventaire. Et si personne n'est dangereux devant, alors peut-être cette échappée aura-t-elle l'occasion de créer un écart significatif et au bout d'aller chercher le maillot rose. Mais ça me semble assez compliqué quand même. Ce sera peut-être pas assez difficile non plus demain. Et il y a peut-être des coureurs qui ont quelque chose derrière la tête. Il y a des coureurs qui ont déjà pris cher. McNulty, aujourd'hui, c'est 4 minutes 40 encore. Ouais. Donc c'est assez surprenant. On va justement préfacer cette étape de demain, la 4e étape moyenne montagne avec 175 km entre Venosa et Lago Laceno. 3 montées de 2e catégorie, dont la dernière qui mènera à l'arrivée. Gérard, on va faire notre petit jeu quotidien. Vous vous mettez dans la peau du directeur sportif de Soudal Quick-Step. Qu'est-ce que vous dites à Remco Evenepoel? On l'a déjà beaucoup abordé, mais par rapport à cette étape, comment il doit gérer ça? Je pense qu'il faut voir qui est dans l'échappée. Effectivement, c'est une arme à double tranchant, évidemment, puisque il faut pas laisser sortir n'importe qui. Je laisserai sortir Thibaut Pinot, par exemple, parce que je sais que dans les 2 contre-la-montre suivants, il passera à travers. Le nouveau meilleur grimpeur le nouveau meilleur grimpeur qu'on a vu aujourd'hui se battre dans les 2 ascensions pour aller chercher un maillot distinctif. C'est du nouveau Pinot, si l'on peut dire, à un moment où il va terminer sa carrière, puisqu'il est dans la dernière année. Mais je dirais simplement qu'il faut faire l'étape demain. Il faut pas être surpris. Et si on a l'occasion de frapper un bon coup dans la dernière ascension, de mettre encore un uppercut à certains adversaires, il ne faut pas hésiter à le faire. Ils vont peut-être placer un coureur Soudal Quick-Step en tête de peloton et qui va regarder qui part et chaque fois faire l'inventaire, un espèce d'espion. Alors on va terminer avec notre proverbe, notre dicton italien du jour. Gérard, vous connaissez la mécanique, je vais vous proposer de lire le dicton. Oui, prudenza è madre di sicurezza. Donc prudence est mère de sûreté. Alors j'ai choisi ça parce qu'aujourd'hui il y avait de la pluie sur les routes du Tour d'Italie et on a vu que ça stressait un peu les coureurs, qu'ils étaient assez tendus, surtout dans les virages à négocier, Gérard. Oui, c'est vrai, mais toutes les routes ont été refaites à l'occasion justement du passage de ce tour. C'est une ville qui a l'habitude aussi, qui a déjà vécu, si je me souviens bien, 1 ou 2 arrivées. Bontempi a gagné, là, c'était le siècle passé évidemment, mais le temps passe. Mais c'est une ville qui a l'habitude de ces arrivées. Finalement, même si c'était très sinueux la dernière descente, même s'il pleuvait, la route était très bonne. Le danger aujourd'hui, c'était les freins à disque. Et quand vous freinez vraiment, parce que vous avez peur que la roue avant part, c'est la chute. Il y a eu 3 ou 4 chutes. Et mais finalement, dans un parcours comme celui-là, avec la pluie du jour, je pense que l'étape s'est bien passée et que les organisateurs peuvent être fiers de la manière dont ils ont géré ça. C'est vrai qu'on a entendu les freins à disque, François, dans le direct. Oui, c'était très impressionnant. C'est vrai qu'on a relevé la tête, on s'est regardé avec Gérard à ce moment-là en se disant oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une chute? Non, c'était juste les freins dans un tournant. Donc effectivement, prudence, ça c'est certain. Ça dépendra aussi des autres équipes, des attaques. Je pense que sur base de ce qu'on a vu aujourd'hui, la Jumbo-Visma n'a pas l'intention de laisser filer Remco. Donc des attaques, il y en aura. Est-ce que ce sera déjà demain? On ne le sait pas, mais la prudence, elle sera liée à ça. On reste prudent quand on peut rester prudent. S'il faut prendre des risques, je pense qu'ils sont prêts aussi dans l'équipe Soudal Quick-Step à prendre des risques. Et Remco a grandi, a évolué. Là où avant, on se serait dit qu'il prenait trop de risques en descente, on sait que ça va mieux de ce côté-là aussi. Donc moi, je ne m'inquiète pas trop. Comme vous l'avez dit, pas grand-chose de négatif aujourd'hui pour Remco, si ce n'est la chute de Peter Serry. Donc encore une bonne journée pour lui. Merci messieurs, merci à tous les deux. Et puis merci aussi à Christian Mazui à la réalisation de ce 100% Giro. On se retrouve demain. Ciao.